France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. Notre émission vous est proposée par France 24 et Radio France Internationale. Alors l'organisation de l'Alliance Atlantique, l'OTAN, sera au cœur de tous les débats, non seulement pour son grand sommet à La Haye les 24 et 25 juin, mais aussi dans les couloirs du Conseil européen du 26 juin. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une personnalité importante de cette scène euro-atlantique, Marcos Perestrello. Bonjour. Vous êtes Bonjour Caroline. Président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. C'est un hémicycle qui réunit 281 parlementaires issus des 32 pays membres de l'OTAN. Je rappelle que vous êtes député socialiste au Parlement portugais et vous présidez d'ailleurs la Commission nationale de la Défense, après avoir été d'ailleurs secrétaire d'État à la Défense nationale et aux affaires maritimes au Portugal. Alors, bonjour Monsieur Perestrello, mais on va commencer quand même un peu plus loin de notre continent et un peu plus loin du siège de l'OTAN qui est en effet à Bruxelles, avec Israël qui a annoncé vendredi avoir mené une première série de frappes préventive, je cite, contre des cibles militaires et nucléaires de l'Iran, soupçonné de vouloir se doter de l'arme atomique. L'Iran nie, réplique. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, demande de travailler à une désescalade après ces frappes. Comment ? C'était des sages paroles du secrétaire général de l'OTAN parce qu'il faut absolument faire tous les efforts pour désescaler cette situation entre Israël et l'Iran. On sait que l'Iran, ce n'est pas un pays ami. C'est un pays qui est près de la Russie, soutient la Russie sur la guerre contre l'Ukraine. Alors, l'Iran, ce n'est pas un pays ami et c'est une menace pour la sécurité régionale. Et s'ils viennent une potence nucléaire, ils viennent être une menace pour la sécurité mondiale. Alors, dit ça, la décision d'Israël d'attaquer le programme nucléaire iranien, c'était une décision unilatérale qui a été prise pendant des négociations entre les États-Unis et l'Iran, qui ont des réunions dimanche. Alors, c'était important que cette réunion aurait la place le dimanche. Et ça doit être une préoccupation pour tous les pays de l'OTAN, comme Mark Rutte a dit. Les efforts pour désescaler ce conflit doivent être une réalité. Il faut rester clair. On sait que le président des États-Unis a dit qu'il a été prévenu, mais il n'était pas part dans ces attaques. Alors, l'effort que tous nous, on doit faire pour désescaler sont des efforts positifs pour la paix à la région et les effets qu'elle peut avoir dans l'espace euro-atlantique aussi. Oui, parce qu'il y a quand même des inquiétudes des citoyens mondiaux, j'ai envie de dire, du démarrage d'une troisième guerre mondiale. C'est une région quand même assez stratégique et d'ailleurs qui est assez stratégique pour l'OTAN aussi. C'est stratégique pour l'OTAN et c'est stratégique pour tout le monde. C'est une région fondamentale et les gens ont des bonnes raisons pour être préoccupés avec tous les conflits qu'il y a en différentes parts du monde en même temps. Nous avons un conflit à l'Europe très violent, avec des effets pas seulement dans la région entre la Russie et l'Ukraine, mais avec des effets migratoires, économiques. On a aussi des conflits très sérieux au Moyen-Orient. Les leaders politiques sont aussi très préoccupés avec la situation. Alors, pour répondre à ça, il faut faire des efforts immédiats pour désescaler le conflit entre Israël et l'Iran,
Comme il faut aussi faire des efforts pour inciter des négociations sérieuses que peut fermer un cessez-le-feu à l'Ukraine et ouvrir les négociations pour une paix durable et juste qui protège l'Ukraine de la Russie. Alors, grand enjeu de l'Alliance Atlantique, augmenter pour les Européens en particulier l'effort de défense, 3,5% du PIB pour les dépenses de défense essentielles, 1,5% pour les annexes, soit 5%. La moyenne actuelle est à 2%. Tout cela parce que Donald Trump nous demande de faire encore plus d'efforts. Est-ce que ça n'est pas irréaliste? Bon, ça dépend du temps qu'il faut avoir pour obtenir l'objectif final. Il faut avoir du temps pour obtenir ces objectifs. Le 5% ont une part très considérable des investissements dans les infrastructures et la résilience des infrastructures critiques. Le reste, le 3,5%, c'est des équipements et des personnels, les cœurs des capacités militaires. Il faut être conscient que pour avoir une défense et une dissuasion forte et crédible, il faut avoir des capacités aussi fortes et crédibles. Il faut faire des investissements. Une part très importante de ces investissements sont aussi dans les industries de défense européennes. La majeure contribution que l'Union européenne peut faire pour la sécurité de l'Europe dans ce moment, c'est permettre d'avoir des États et des pays plus forts. Ce sont les pays et les États qui font l'OTAN. Et ce que les Américains viennent de demander il y a plus de 10 ans, c'est que l'Europe et du Canada font un effort plus fort pour être à l'auteur de ces responsabilités de défense et dissuasion. C'est ça que les Américains demandent de l'Europe et du Canada. Et de ces points de vue, ils ont une certaine raison, parce qu'il faut avoir une alliance plus équilibrée et plus juste, dans laquelle tous les membres font des contributions pareilles à sa capacité économique et militaire. Vous venez, on le disait, du Portugal, qui reste un des pays de l'Alliance qui consacre une très faible part de son PIB à la défense, 1,5% selon les dernières données de l'OTAN. En Espagne, d'ailleurs, il y a eu des grandes manifestations contre l'augmentation du budget de la défense, donc beaucoup de contestations. La péninsule ibérique se sent moins concernée par l'OTAN, peut-être moins concernée aussi par la guerre en Ukraine? Pas du tout. S'il est possible de voir les sondages, les études, on peut voir que les opinions publiques à Portugal sont très préoccupées avec la situation de sécurité en Europe et sont un des peuples qui plus soutient l'effort de l'Ukraine. Heureusement, le Premier ministre de Portugal a déjà assumé le compromis dans cette année et à la sommet de l'OTAN, présenter le plan, le 2% du GDP jusqu'à cette année. Et je pense que le Premier ministre d'Espagne a aussi présenté un compromis dans ce même sens. Les deux pays ont anticipé ces efforts pour avoir les 2% du GDP dans cette année de 2025, ce qui est positif parce que nous aussi, à la péninsule ibérique, doit accepter les compromis il y a 10 ans, plus de 10 ans, en 2014 à Cardiff. L'année 2025 est présentée comme un tournant de la guerre en Ukraine avec un soutien militaire renforcé, on le disait, des Européens, mais peut-être un désengagement américain. Nous avons des échanges avec les parlementaires ukrainiens qui sont un part important du partenariat de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. On a déjà allé beaucoup de fois à Kiev. Dans nos parlements nationaux, tous les membres sont toujours très vocaux à soutenir, dans le soutien à l'Ukraine.
Mais je veux dire une chose sur les Américains que je pense que c'est important de dire dans ce moment. On voit un change de ton et un change d'approche de l'administration américaine, politique, diplomatique, qu'il faut résister et qu'il faut avoir la conscience que force certaines adaptations dans cette relation de la part des pays européens. Il y a aussi une politique commerciale beaucoup plus agressive et qui forcera aussi d'échanges et d'adaptations dans les pays alliés des États-Unis. Mais du point de vue stratégique, c'est que à l'OTAN, le message de l'administration américaine est très cohérent et très consistante. Elle n'a pas changé. Il demande plus de son allié en termes de contribution pour l'Alliance. Mais ils n'ont pas réduit son commitment avec l'Alliance. Alors, je dirais que dans tous les aspects, tous les sujets de la politique externe américaine, lequel qui est plus stable, plus constante et plus cohérent, c'est précisément la relation stratégique avec l'Europe et l'OTAN. Vous notez que les Européens ont augmenté leur contribution au budget de l'OTAN et en particulier à la défense. Nous dépendons trop des armes américaines, c'est le constat de l'ensemble de l'Union européenne. Les Américains ont d'ailleurs fait un lobbying terrible pour que les armes achetées avec l'argent de l'Union européenne, qui est en train de sortir l'argent justement, ne soient pas essentiellement de fabrication européenne. Il y a un système de préférence européenne qui se met en place. Qu'est-ce que vous en pensez justement du point de vue de l'OTAN aussi? Les décisions des achats seront toujours prises par les États, pas par l'OTAN, mais par les États. L'OTAN va définir avec les États les capacités militaires que chacun doit avoir. Mais à la fin, les programmes d'achat seront faits par les États. Et les États chercheront toujours les meilleurs équipements, les plus efficaces, avec la meilleure relation prix-qualité, efficace et capacité d'accomplir des objectifs. Vous savez bien que les armes américaines, elles peuvent être bridées. Oui, mais oui, bien sûr. Alors, ça que faut faire, c'est développer une capacité industrielle européenne effective, qui est capable de répondre à toutes les volontés des États. Il faut développer des capacités, il faut développer technologie, il faut développer capacité de construction des équipements qu'on peut acheter, parce que la décision sera toujours à la fin des États. Si on veut une vraie capacité industrielle européenne, elle doit être européenne et pas espagnole, française, portugaise ou allemande. Elle doit être européenne, involvant des entreprises de tous les pays. Alors, et dans la rationalité des options de chaque pays seront aussi, je suis sûr de ça, le bénéfice économique que chaque pays peut avoir avec chaque achat. Face à la recrudescence des attaques hybrides, comme les cyberattaques massives de mars 2025 contre 6 pays de l'OTAN, les sabotages de câbles sous la mer Baltique, comment l'Alliance peut-elle renforcer sa réponse à ces menaces asymétriques? Les attaques hybrides sont faites pas seulement du point de vue physique sur les câbles, comme vous avez mentionné, mais avec la désinformation qui attaque le cœur de notre démocratie. La désinformation, c'est responsable pour une croissance très, très considérable du discours antidémocratique dans l'espace européen. Alors, il faut le combattre aussi. Il faut être conscient que l'OTAN, c'est une organisation défensive qui veut défendre un moyen de vie démocratique. L'OTAN, ce n'est pas une organisation
qui n'aiment pas la Russie. Et la désinformation, c'est une forme d'attaque hybride très sérieuse qui a des effets très visibles dans l'espace politique européen où les partis d'extrême droite occupent déjà une part considérable de l'espace parlementaire et politique dans l'Union européenne. Parlons de votre pays, justement, et de partis politiques d'extrême droite qui augmentent. Lors des dernières élections législatives de mai 2025, ce parti Chega a réalisé une percée historique en obtenant 20% des voix, 60 sièges, devenant la première force d'opposition du Portugal, devant d'ailleurs le Parti socialiste dont vous êtes issu, dans un pays qui a longtemps été considéré comme résilient face à la montée des extrêmes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça passait exactement le même qui se passe dans le reste de l'Europe. Il a pris un peu plus de temps à arriver ici, mais il a arrivé aussi une certaine désinformation, de créer des facts politiques, de capacité de contrôler les réseaux sociaux. Et cet discours a pris ici les mêmes effets qu'il a pris dans les autres pays européens, Allemagne par exemple, à la France par exemple. Et l'objectif de cette force, c'est toujours de créer instabilité capable d'ouvrir le chemin pour arriver au pouvoir. Ils ne seront pas, je suis convaincu de ça, ils ne seront pas une force capable de contribuer pour la stabilisation du gouvernement. Merci à vous, Monsieur Perestrello, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Marcos Perestrello, président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue avec notre débat qui est consacré aux chercheurs. On essaye de recruter en Europe des chercheurs américains. Rendez-vous à Bruxelles pour en débattre avec des députés européens. Merci de nous rejoindre à Bruxelles au Parlement européen. Cette semaine, Bruxelles joue les chasseurs de tête au sens scientifique du terme. L'Union européenne dégaine des centaines de millions d'euros pour séduire les scientifiques américains qui sont victimes des attaques en règle de l'administration Trump. Coupe budgétaire, entrave à la liberté de recherche sur certains sujets contraires à l'idéologie de la droite conservatrice. Plus de 30% des chercheurs américains se disent prêts à quitter les États-Unis pour poursuivre leurs travaux à l'étranger. Et pour les attirer, l'Union européenne a débloqué un fonds de 500 millions d'euros destiné à financer l'accueil de ces scientifiques sur la période entre 2025 et 2027. Cette initiative, baptisée Choose Europe for Science, vise à offrir des contrats plus longs, une liberté académique accrue et des incitations financières. Mais ce plan est-il à la hauteur, alors que le budget fédéral américain pour la recherche publique s'élève à 137 milliards d'euros par an? Le budget de l'Union, lui, est nettement inférieur, 100 milliards d'euros, mais sur 7 ans, soit 14 milliards d'euros par an. Et puis les 27 pays membres de l'Union européenne multiplient parfois les coupes dans les budgets nationaux consacrés à la recherche. Alors l'Europe a-t-elle vraiment les moyens d'attirer les cerveaux américains? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités, deux eurodéputés. Wouter Bek, bonjour. Vous êtes eurodéputé belge du Parti populaire européen à la droite de l'hémicycle. Et Marina Mesure, bonjour. Bonjour. Députée européenne française du groupe La Gauche dans l'hémicycle qui correspond à la France insoumise en France. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, écoutons tout de suite le président de l'Université d'économie de Stockholm en Suède. Il s'agit véritablement d'une attaque contre la démocratie. Et nous disons parfois que cela représente une formidable opportunité pour d'autres pays. Mais cela est secondaire. Ce qui importe vraiment, c'est qu'il s'agit d'une question idéologique, voire éthique, qui consiste à défendre ce qui est juste et ceux qui croient en la démocratie. Il est absolument essentiel d'essayer d'aider et de poursuivre la collaboration avec nos collègues américains. Alors, Monsieur Bek, l'offensive de Trump contre ses propres universités, ses propres chercheurs, nous concerne aussi, comme on vient de l'entendre. On peut être inquiet pour la recherche scientifique mondiale, soit sur le climat, sur la santé, sur les sciences sociales, tous ces sujets qui ne plaisent pas à l'administration Trump.
Oui, et je pense que pour l'Europe, ça donne une énorme opportunité. On a accueilli ici le rapport de Mario Draghi et un des éléments pour renforcer la compétitivité de l'Union européenne, c'est d'investir dans la recherche de l'innovation. Et donc maintenant, il y a une opportunité. C'est très grave tout ce qui se passe en France, mais ça donne des opportunités pour l'Union européenne, vraiment. Mais avant de parler de l'opportunité économique, est-ce que c'est aussi une bataille de valeurs pour la liberté de la science dans le monde? Est-ce que c'est ça qui est en train de se jouer, Marina Mesure? Est-ce que c'est à l'Union européenne de défendre la liberté des scientifiques dans le monde et de reprendre le flambeau américain? Bien sûr qu'il faut défendre la liberté académique. C'est extrêmement important que l'Europe soit en première ligne sur le sujet. Mais néanmoins, il faut qu'elle regarde aussi ce qu'elle fait elle-même sur son propre territoire. Moi, je viens de France, je viens d'un pays dans lequel l'ancien ministre chargé de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a voulu diligenter une enquête sur le wokisme, sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Donc, c'est-à-dire de savoir ce qui relève de la recherche, ce qui relève du militantisme. Je trouve cela extrêmement préoccupant, justement, quand on veut défendre ces libertés académiques extrêmement importantes. C'est intéressant, Wouter Beck. Est-ce que vous direz aussi que la liberté de la recherche est aussi inquiétée en Europe, en danger? Bon, je ne pense pas vraiment, pas comparé avec les États-Unis actuellement. Et donc la liberté académique est très importante, mais il y a aussi une très grande liberté académique en Europe, dans toutes nos universités. J'ai travaillé pour 10 ans dans une université à Belgique et j'ai toujours travaillé dans une très grande liberté. Et ça, c'est aussi un des éléments qui est très attractif à ce moment-là. C'est ce que dit d'ailleurs la présidente de la Commission européenne. On écoute tout de suite Ursula von der Leyen. Elle va dans ce sens-là, justement d'une plus grande liberté. La science est un investissement et nous devons dessiner de bonnes perspectives d'avenir. C'est pourquoi nous proposerons une nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros pour la période 2025-2027 afin de faire de l'Europe un pôle d'attraction pour les chercheurs. Cela permettra de soutenir les meilleurs et les plus brillants chercheurs et scientifiques d'Europe et du monde entier. Marina Mesure, il faut dépenser cet argent public européen pour attirer les cerveaux américains? Oui, mais bon, vaste comédie. Quand M. Macron et Mme Ursula von der Leyen viennent nous dire qu'il faut... Alors, Ursula von der Leyen propose 500 millions, M. Macron propose 100 millions. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que dans des pays comme la France, on vient de couper 1,5 milliard d'euros dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, si vous voulez, c'est une vaste comédie. On est au niveau des chercheurs. Alors, je ne sais pas quelle est la situation en Belgique, et vous nous le direz probablement. Mais en France, nous sommes dans une situation catastrophique. La recherche publique est dans un état lamentable. Les chercheurs sont sous-payés, il n'y a pas de titularisation, nous n'avons pas de locaux, de labos. Donc, vous voyez, c'est quand même une vaste comédie de venir nous dire on va mettre 600 millions quand on vient de couper 1,5 milliard justement dans ce dont Qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur Beck? Parce que la droite européenne, à la fois, elle prône la rigueur budgétaire, y compris dans le domaine de la recherche. Dans les 27 États membres, on voit bien qu'il y a des coupes qui s'adressent à ce domaine-là. Et puis, tout d'un coup, il y a ce plan pour attirer les chercheurs américains qui est particulièrement mal accueilli par les chercheurs européens, il faut le dire. Je ne vais pas me lancer dans des débats nationaux en France. En Belgique, il n'y a pas des mesures prises pour les universités. Mais les moyens, c'est une affaire. Mais aussi, il y a aussi la mentalité pour dire vous êtes ici bien accueillis et ici en Europe, tu peux librement tout que tu veux avec la recherche académique. Et je veux comparer un peu avec les années 30. Dans les années 30, quand le nazisme et le fascisme étaient là en Europe, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tous les chercheurs avec des grandes compétences ont parti l'Europe. Hannah Arendt,
Albert Einstein, de Frankfurter Schule, ils sont tous partis aux États-Unis. Et qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Mais vous êtes bien accueillis ici, pas seulement avec des moyens, aussi avec des moyens, mais aussi avec tout l'environnement. Et quel est le résultat? Le résultat est que les États-Unis ont eu une croissance économique dans les années 50 et 60 énorme, grâce aux chercheurs. Marina Mesure, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette fuite des cerveaux américains, c'est une opportunité économique que l'Union européenne doit saisir en attirant ces cerveaux et que du coup, ce plan de 500 millions d'euros, alors c'est peut-être pas énorme, mais ça va dans le bon sens? Non, je continue à dire que... C'est pas une opportunité à saisir? Mais c'est pas la question. Là, la question, quand on parle de mentalité, c'est pas la question de mentalité, c'est à un moment donné quels moyens on met sur la table. Parce que vous me dites, oui, c'est bien qu'on mette 500 millions, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment une stratégie d'investissement, et l'investissement notamment public. Et c'est pour ça que moi j'ai quand même un désaccord. On ne peut pas être dans un moment où et là c'est l'Europe, ce n'est pas un débat franco-français, où c'est au niveau européen, on est à un moment où on nous demande de couper dans la dépense publique, puisque on est dans un moment austéritaire. Et vous ne pouvez pas, au même moment, alors que nos concurrents directs, la Chine, les États-Unis, investissent des milliards dans la recherche et le développement, dans l'innovation. Et nous, derrière, on dit il faut couper et débrouillez-vous. Effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Alors c'est vrai qu'en plus, il y a quand même une vraie question, Wouter Beke, c'est qu'un chercheur américain est payé en moyenne 3 à 4 fois plus qu'un chercheur en Espagne ou en France. Est-ce qu'on ne se berce pas un peu d'illusions en espérant les faire venir? Ce n'est pas seulement les revenus personnels. J'étais ministre de la Santé aux périodes du Covid. Et il y avait quelques semaines que j'ai reçu des messages avec M. Kennedy, qui était le ministre de la Santé maintenant aux États-Unis. Et ce sont des chercheurs qui disent, mais avec tout ce qui se passe maintenant aux États-Unis, avec toutes les mesures, mais aussi avec toute la gouvernance de M. Trump, nous cherchons des autres opportunités pour faire notre expertise, pour explorer notre expertise, parce qu'ici, il y a une culture qui n'est plus acceptable pour nous. Il y a une défiance vis-à-vis des sciences que nous ne partageons pas et nous croyons encore à la science, nous les Européens, par rapport aux Américains. C'est ce que vous dites. Hein. Ah oui, je suis sûr. Marina Mesure, cette liberté de la science, cette culture de la vérité scientifique qu'il y a en Europe, ça peut suffire à attirer ces chercheurs qui sont maltraités outre-Atlantique? Je pense qu'elle est mise à mal, et de plus en plus avec les gouvernements d'extrême droite qui arrivent au pouvoir, et vous voyez que les premières choses à laquelle ils s'attaquent la plupart du temps, c'est à la science. Donc oui, à l'heure actuelle, peut-être qu'au niveau européen, on a encore cette défense de la liberté académique, cette défense de la science. Mais moi, je pense qu'elle est aujourd'hui menacée, notamment par les régimes d'extrême droite qui sont en train d'arriver dans plusieurs pays de l'Union européenne. D'autant que si on regarde en fait dans le classement international de Shanghai, une seule université européenne dans le top 20, on a fait un véritable décrochage. Il y a le décrochage scientifique, en quelque sorte, il existe déjà et dans l'enseignement. Est-ce qu'on n'est pas plutôt en phase de rattrapage, justement, quand vous parliez des rapports d'Enrico Letta ou de Mario Draghi sur notre compétitivité et sur la nécessaire innovation? Ça en fait partie. Est-ce qu'on se donne les moyens? On parlait de 500 millions d'euros, c'est un peu dérisoire quand même aussi comme chiffre finalement. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'actuellement il y a une opportunité et que l'Europe doit prendre cette opportunité. Et on va avoir la discussion du budget pluriannuel de l'Union européenne. Nous demandons qu'on peut investir en plus au niveau d'innovation et de la recherche scientifique, mais pas seulement ça, aussi pour les start-ups et pour les scale-ups, par exemple, parce que ça, c'est aussi un élément qui était très important pour les chercheurs. Pas seulement de créer un labo pour inventer, mais aussi de savoir est-ce qu'il y a ici une possibilité
pour utiliser tous les éléments que nous avons inventés sur le marché. Et ça, c'est une manque très importante. Et donc, un marché unique pour le capital, ça, c'est aussi un élément complémentaire très important. Vous avez la même vision de la recherche européenne du côté du groupe La Gauche, Marina Mesure, c'est-à-dire utiliser ces trouvailles de la recherche européenne, mais aussi savoir les intégrer au monde de l'entreprise, à l'économie, au marché. C'est ça l'enjeu? On en revient à la question des moyens. Parce que là, on a dévié donc de la science à la question aussi de l'innovation dans son ensemble et des startups. Bon. Un exemple concret, les semi-conducteurs, c'est-à-dire ces puces dont on a besoin dans nos téléphones, dans les batteries pour les voitures, dans les ordinateurs. Elles sont absolument essentielles. Là, l'Europe dit on met pour la construction de nouvelles gigafactories, c'est-à-dire pour produire en Europe ces puces, on met 15 milliards sur la table. Les États-Unis mettent 280 milliards. La Chine met 303 milliards d'euros. Donc vous voyez, nous sommes toujours à la traîne. Et pendant ce temps-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout est en train d'être délocalisé. Oui, mais en même temps, l'Union européenne a pour objectif de consacrer 3% du PIB européen à la recherche et au développement. Ça, j'imagine qu'au groupe La Gauche, on est actuellement à 2,3%. Vous êtes pour qu'il y ait une incitation à augmenter, pas que le budget de la défense, parce qu'on est en train d'augmenter tous les budgets de la défense, mais le budget de la recherche globalement. Et ça, c'est un des bénéfices, ça serait un des bénéfices de l'Union européenne. Oui, et ça, c'est une responsabilité commune. Hein. J'habite à Flandre. Et en Flandre, parce que en Belgique, c'est régionalisé cette compétence, mais en Flandre, on a passé le 3% pour recherche et développement. Et donc, ça, c'est un choix politique au niveau des régions, au niveau des pays. Et l'Union européenne peut renforcer et peut comment je dois dire, ajouter des éléments, mais ça c'est une responsabilité commune et aussi une responsabilité du secteur privé, parce que quand tu parles de les États-Unis, ce ne sont pas seulement des moyens publics, ce sont beaucoup de moyens privés. Quand tu parles des chercheurs très bien payés dans des universités, ce sont souvent des universités avec des moyens privés. Donc, tu ne peux pas comparer les deux éléments. Il faut aussi une fiscalité intéressante pour conjuguer recherche publique et investissement de la recherche privée, Marina Mesure. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut aussi effectivement des mesures pour faire entrer des ressources, puisque lorsqu'on parle de dépenses, il faut faire entrer des ressources. Et là, je pense qu'il y a justement, dans le domaine de l'intelligence artificielle, du numérique, on a de quoi aller chercher. Je pense notamment à taxer les GAFAM, on ne l'a toujours pas fait, et taxer les GAFAM sur leur chiffre d'affaires, sur le territoire sur lequel elles exercent. On peut aussi, et je pense qu'il y a une idée qui a été avancée et que je pense importante, c'est celui de taxer le droit intellectuel. Vous savez, la propriété intellectuelle sur les marchandises, quand vous avez des logiciels protégés, quand vous avez des brevets, eh bien tout ça, en fait, cette propriété intellectuelle, c'est 40% du PIB mondial. Eh bien là, il y aurait de l'argent à aller chercher justement pour financer et pour que ça reste public, justement toutes ces dépenses dont on a besoin dans la recherche et développement. Bon, vous avez bien compris, c'est welcome les chercheurs américains, mais il faut surtout aussi développer la recherche en Europe. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu, de nous parler de ces chercheurs qu'on cherche encore en Europe. Et on vous souhaite une très bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci beaucoup. Merci.